Bonjour, bienvenue sur ce live. Alors on est désolé, on a eu un petit souci technique, donc on est bien en retard. Mais on va quand même faire cette émission. On a le plaisir d'accueillir pour entretien avec une chercheuse, Béatrice Giscard. Bonjour. Bonjour Béatrice, merci de participer à l'émission. Merci pour l'invitation. On est un petit peu en retard, mais on va quand même avoir le plaisir de te poser les questions habituelles. Alors là, je vais poser la première question. Donc, qui es-tu et que fais-tu, Béatrice? Alors, qui suis-je? Vaste question. Donc, je suis Béatrice Giscard, je suis enseignante-chercheur en design au sein du laboratoire Project. J'ai le plaisir d'avoir la co-responsabilité du Master 10, Design, Innovation, Société, et j'interviens dans la licence Art et Design au sein de l'Université de Nîmes. D'accord. Donc, dans le laboratoire Project, tu travailles plus précisément sur un axe particulier? Alors, pas sur un axe particulier, mais sur les questions de risque, de territoire, de vulnérabilité. Et en fait, en tant que designer, parce que je suis designer de formation, j'ai une approche pluridisciplinaire sur ces questions de risque. Alors, de risque, entendu, risque naturel, risque technologique, ces aspects-là. Je ne suis pas sur les questions, en tout cas pas maintenant, sur les questions sanitaires. Alors, quel est ton parcours? Alors, mon parcours, comme je disais, donc, je suis designer de formation. J'ai fait l'école Boulle. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein d'une agence, notamment à Paris. Et puis ensuite, je m'intéressais aux enjeux du développement durable et dans les métiers de la conception. Et c'est par cette entrée que j'ai eu envie de reprendre des études parce que justement, la complexité de ces enjeux faisait qu'à un moment, il devient nécessaire de pouvoir prendre du recul, de pouvoir revenir à des fondamentaux de recherche que je n'avais pas. Et en fait, je suis arrivée à l'université de Nîmes et j'ai suivi le master de psychologie sociale de l'environnement. Et puis ensuite, comme je me suis prise au jeu, je suis partie sur un doctorat, justement sur la question des risques naturels. Je suis partie sur un doctorat en géographie à l'Université d'Avignon, avec justement cette approche interdisciplinaire, design, psychologie et géographie, sur la question des risques et plus précisément sur la réception des politiques publiques de gestion des risques par les habitants, avec un focus sur la question des crues rapides dans le Gard et le Vaucluse, puisque nos épisodes saisonniers font qu'effectivement, chaque année, ce sont des territoires plus vulnérables que d'autres à ces changements et à ces catastrophes. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le design dans ces travaux-là? Oui, alors oui, c'est sûr. Comment il intervient dans ce type de travaux? Oui, c'est effectivement la question que tout le monde pose, puisque c'est ça qui est drôle, c'est que étant designer, je me disais, mais on va me demander qu'est-ce que je fais en géographie, qu'est-ce que je fais en psycho, et en fait, c'était toujours l'inverse qui se passait. Donc, c'est assez amusant. Alors, le design, il faut l'entendre au sens de conception, conception des artefacts, conception des modes de vie, conception en fait de tous les éléments dont les individus ont besoin dans leur intermédiation avec leur environnement. Donc, ça va être aussi bien des mobiliers, des vêtements, des espaces, etc. Mais pour des sujets comme cela, ça peut aussi concerner les processus. Donc peut-être que les gens connaissent mieux le design de service, puisque un des designs emblématiques, c'est le Vélib, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement concevoir et dessiner un vélo, mais c'est penser tout le service qui va autour, avec des interfaces numériques, avec en fait tout un parcours utilisateur. Dans la poursuite de cette approche par processus, par service, en fait, le design social, donc qui est aussi une des branches du design, qui reste du design évidemment, va s'intéresser justement à des problématiques complexes telles que le développement durable, l'éducation, l'alimentation, des choses qui ne peuvent pas être abordées en fait par une typologie de réponse que peuvent être l'espace, le graphisme, le mobilier. Et qui s'intéresse aussi à des dimensions non marchandes.
Parce que forcément, jusqu'à présent, les designers, et moi je l'ai fait, travaillent pour des entreprises, donc avec un objectif économique derrière, avec la question de l'usager bien sûr. Mais là, en fait, dans les sujets qu'on aborde, et avec bien sûr d'autres collègues du laboratoire Project, ce sont des questionnements comme le design des politiques publiques, le design du care, le design voilà, ou des risques pour ma part, où en fait les dimensions ne sont pas nécessairement marchandes et doivent donc répondre à des besoins des habitants, des usagers, des utilisateurs. Voilà. En fait, donc le design est en lien, au cœur de l'interdisciplinarité. Tout à fait. On parle de beaucoup de disciplines dans ce que tu as évoqué. Il y a beaucoup de disciplines auxquelles on pense. Absolument. Mais la question des risques, typiquement, si je prends le risque naturel, parce qu'on parlera après certainement d'autres types de risques, le risque naturel, en fait, on a besoin de la géographie parce qu'il faut comprendre en fait la notion de territoire, la question de comment l'eau arrive, comment elle vient impacter un territoire, enfin, une catastrophe n'existe évidemment parce qu'il y a des habitants, sinon, voilà, c'est une simple crue, c'est pas une inondation, donc il y a des enjeux. Donc en fait, il faut comprendre ces interrelations, comprendre en fait comment les gens vivent sur ce territoire. Donc la psychologie va nous permettre de comprendre en fait les perceptions, l'acceptabilité sociale, les interactions entre les personnes. Et effectivement, le design va être là à la fois pour appréhender tous ces enjeux avec un parti pris évidemment créatif, avec une façon de penser à côté ce qui peut exister, et également pour proposer des réponses. Alors je ne dis pas forcément des solutions, mais proposer des réponses et qui permettent soit de mettre en œuvre ces politiques publiques au sein des départements, des villes ou à destination des habitants, ou permettre de communiquer sur ce risque, en fait, il y a évidemment comme toutes ces phases dans la catastrophe, entre la prévention, la gestion de crise ou la reconstruction, on a besoin justement d'avoir cet éclairage par le design pour proposer, ne pas simplement être dans le discursif en disant il faut faire ci, il faut faire ça, mais éventuellement proposer d'accompagner de manière concrète et pragmatique des choses qui auront été pensées bien entendu par d'autres experts dont on a besoin. Il faut vraiment, je pense, voir cela comme tous ces nouveaux enjeux auxquels on est confronté dans le monde de l'anthropocène, où une discipline ne peut plus prétendre répondre sans s'appuyer justement sur des aspects juridiques, des aspects de communication, des aspects de compréhension plus large. Et le design ne fait pas exception là-dessus, on a besoin des autres. Donc, alors je vais revenir sur un terme que tu as utilisé. Le design travaille beaucoup sur la thématique de l'anthropocène. Qu'est-ce que c'est l'anthropocène alors? L'anthropocène, alors c'est Paul Crutzen qui a, on va dire, vulgarisé ce terme. C'est une nouvelle ère dans laquelle l'être humain a engagé la Terre, c'est-à-dire qu'en fait, l'humanité par son action, a changé en fait tous les écosystèmes et va jusqu'à menacer la survie même de lui et d'autres espèces. Donc en fait, son impact sur son environnement est tel que les scientifiques considèrent, et malheureusement on ne peut que renvoyer au dernier avec un S, rapport du GIEC qui définit ça. Après, évidemment, la question d'anthropocène et les chercheurs en sciences humaines sont aussi là pour creuser tous ces emplois de termes et que, bien entendu, anthropocène, donc, ça regroupe l'homme, l'humanité, mais qu'on n'a pas tous le même impact et qu'on peut aussi parler de capitalocène, on peut aussi parler justement de comment en fait on vient comment finalement, bien entendu, les sociétés occidentales ont beaucoup plus d'impact que d'autres sociétés sur le monde qui nous entoure. C'est aussi une capacité à englober, ça là-dessus c'est quelque chose qu'on défend à Project, qui a englobé le vivant, c'est-à-dire de décentrer en fait la question de l'humain, de l'individu, qui n'est pas au centre du monde, mais qui constitue un élément du monde qui regroupe aussi bien les vivants, toute la biosphère et tout le monde qui nous entoure. Ça nous permet aussi une forme de décolonisation des esprits et d'aborder les choses de manière différente, parce qu'on en a besoin, parce qu'on est tous concernés et qu'a priori, pour le moment, malgré
les fantasmes de certains, on n'a pas de planète B. Et donc, il faut vraiment l'intégrer avec une urgence qui est de plus en plus pesante. Le GIEC nous donne 3 ans. Alors, évidemment, ce ne sera pas 3 ans, comme si on éteint la lumière et du jour au lendemain, il se passe ça. Mais c'est pour donner une échelle temporelle qui nous concerne vraiment directement et non plus les générations futures, comme on a pu le dire pendant longtemps. Et donc le risque est au cœur de l'Anthropocène. Alors oui. on va arriver un petit peu dans le cœur du sujet, sur comment tu travailles. Alors, on va passer à la deuxième rubrique qui est pourquoi, pour qui, et ça sert à quoi, à qui. Alors, dans cette rubrique-là, on va parler de ton terrain, de ta façon de travailler, de tes projets. Et voilà, la finalité, en fait, on a déjà commencé à l'évoquer. Alors, en fait, je peux peut-être rentrer par les projets, justement, décrire les projets sur lesquels je travaille, alors pour que ce soit plus parlant. Donc, j'en ai 2 actuellement de principaux, un qui est plutôt sur la fin, donc une ANR donc l'ANR implique, où en fait ça a été porté par l'Université Technologique de Troyes, par le CNAM, le laboratoire d'ICEN, et donc j'ai travaillé avec ma collègue Marie-Julie Catoire-Brisson au sein de Project, et en fait ça s'intéressait à justement comment on intègre les populations dans la gestion des crises, avec un focus particulier sur le risque canicule. Et quand on parle de terrain, pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est de définir, alors soit le terrain est posé par celui qui passe la commande de la recherche, soit c'est à nous de le définir en regardant quelle pertinence ça peut avoir. Et au départ, il n'y avait pas un risque défini, et ça aurait pu être le risque inondation, et il nous a semblé pertinent sur le territoire du Gard, avec ce qui s'était passé en 2019, où je rappelle qu'on a eu ces températures qui étaient recensées comme étant les plus élevées jamais répertoriées par Météo France en métropole, avec des 47 degrés sous abri, donc même pas au soleil, et qui avait quand même marqué les esprits, et donc distinguer la canicule aussi de la sécheresse, parce que dans la question des perceptions, c'est souvent des risques qu'on confond, alors qu'en fait c'est pas la même chose, et qu'en fait on s'était dit, voilà, le terrain à définir, c'est vrai que ça peut être intéressant de travailler sur le Gard, alors évidemment pas forcément en s'arrêtant pile poil aux frontières, hein, évidemment en intégrant les départements limitrophes, mais il y a ce paramètre-là. Il y a aussi évidemment l'accessibilité du terrain, et il faut quand même revenir sur le fait que cette ANR s'est quand même déroulée pendant les 2 années de pandémie, ce qui a quand même pas été très très simple, mais on a quand même réussi à avancer. Et là, pour le coup, ça a été de dire, voilà, comment on peut comment on peut accompagner les populations pour qu'elles soient actrices dans la gestion du risque, c'est-à-dire que en France, voilà, l'État définit des politiques publiques de gestion des risques qui vont se redescendre ensuite au sein des collectivités territoriales, des acteurs, etc. Mais on est toujours sur une difficulté à finalement toucher le destinataire principal. C'est un peu comme, je prends toujours cet exemple de ces porte-containers qui ont fait 3 fois le tour de la Terre. Et le problème, ça va être d'acheminer les derniers kilomètres, comme on dit, d'acheminer directement chez la personne. Et là, c'est la même chose. C'est comment on sensibilise, comment on touche, comment on intègre justement les personnes concernées, donc c'est-à-dire toute la population du Gard pendant les périodes de canicule, avec évidemment un regard particulier sur les personnes plus vulnérables, puisqu'on sait que ce risque-là, il ne va pas toucher de la même manière des personnes qui sont en bonne santé, qui ont par exemple la clim chez elles, et puis des personnes qui n'ont pas la clim, donc vulnérables d'un point de vue social ou d'un point de vue santé des personnes âgées. On se rappelle malheureusement la canicule en 2003 en France, et le nombre de personnes âgées qui avaient succombé. Et en fait, on a souhaité l'aborder sous différents angles, donc en disant finalement c'est un risque qui est à la fois connu et pas si connu, qui est difficilement bornable, on va dire, dans le temps. Une inondation,
voilà, on sait quand est-ce que la pluie va tomber, on sait que voilà, elle va arriver. Alors on va dire les inondations rapides, on a quelques heures, très peu, mais ça reste, voilà, et on sait, une fois que l'eau est partie, on dit, on va reconstruire, mais on a terminé. Alors que la canicule, c'est plus compliqué. On a du mal à dire quand est-ce qu'elle arrive, tout le monde ne le ressent pas de la même manière. Et donc, voilà, donc il y a eu un travail de fait, en fait, en amont sur écouter les habitants, sur mener des entretiens, travailler aussi sur la question de la mémoire du risque, qui est très très importante, c'est-à-dire que les personnes âgées, ce sont peut-être les plus vulnérables, mais c'est également celles qui ont la mémoire sur un territoire. Donc en fait, une personne n'est jamais complètement définie par justement ces adjectifs qu'on veut parfois poser dessus. Et puis une vulnérabilité, elle n'est jamais définitive, elle peut être dans un processus, elle peut évoluer. Et les facteurs de risque sont multiples. Les facteurs de risque, absolument. Pour construire un dispositif c'est vraiment utile à tous. C'est ça, c'est exactement ça. C'est d'avoir une vision qui soit la plus holistique possible, qui puisse tenir compte de tout et de tous. Et donc, on a travaillé là-dessus. Ensuite, on a mené des ateliers où on pouvait justement travailler sur ces questions des perceptions, sur les imaginaires. En fait, ça nous importait beaucoup. Et là-dessus, le design est vraiment un point focus intéressant sur la question des imaginaires. Et puisque, par essence, le risque est quelque chose qui n'est pas arrivé, puisque sinon, ce serait une catastrophe. Donc, c'est toujours quelque chose en devenir. Et pour cela, on avait choisi, avec ma collègue, de travailler sur la question des imaginaires, avec aussi, dans le projet, il y avait aussi l'agence Étrange Ordinaire avec Clément Bonnet qui nous a accompagnés là-dessus, sur la mise en œuvre de ces ateliers. Et donc, à un moment, on va dire que c'est une approche qui vient non pas remettre en cause la question des entretiens qu'on partage avec beaucoup d'autres disciplines, mais qui vient en fait proposer par exemple d'illustrer des scénarios pour que les gens puissent se projeter dans justement quelque chose qui pourrait leur arriver, pour qu'ils puissent trouver des ressources et pour qu'ils puissent anticiper le risque, parce que un des éléments clés, c'est la préparation, l'anticipation pour être en capacité de mieux y faire face. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième projet qui pourrait illustrer en fait ce sur quoi je travaille. C'est aussi la question de l'exercice. En fait, on prend souvent en exemple, les Japonais sont préparés au séisme, au tsunami, parce qu'ils font des entraînements réguliers. Donc voilà. On a beau le savoir, en fait, nous, on n'est pas très très fort en France là-dessus, sur la question de l'exercice. Et là, en fait, c'est dans le cadre d'un dispositif européen qui s'appelle le mécanisme de protection de la sécurité civile à l'échelle européenne, c'est-à-dire comment les pays de l'Europe vont s'entraider mutuellement dans le cadre de catastrophes. On pense à la tempête de 99, où justement, la première fois, la France a fait appel à l'aide internationale. On peut penser aux grandes inondations qu'il y a eu en Allemagne en 2021, où la capacité du pays ou en local est dépassée, et donc elle fait appel aux autres. C'est super, c'est la solidarité, mais il y a un moment, c'est bien quand on se rend compte que on arrive à parler la même langue, on va se comprendre dans les métiers, on peut avoir des aspects techniques, c'est-à-dire ce que me racontait justement des pompiers, en fait, ils n'ont pas les mêmes canaux de radiofréquence selon les pays, donc en cas d'urgence, ils ne vont pas pouvoir se parler, être sur les mêmes créneaux. Enfin bref, il y a toutes ces choses-là, et là, justement, il y a un projet européen qui s'appelle Domino, on a enfin le droit de communiquer là-dessus, qui va avoir lieu en mai, et sur lequel je travaille depuis des mois avec, là pour le coup, en tant que chercheur associé au Centre d'études et de recherche interdisciplinaire de la sécurité civile, qui est rattaché à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-Marseille, et où en fait on travaille avec d'autres chercheurs, donc c'est dans le cadre d'un exercice qui s'appelle Full Scale Exercise, où en fait on va simuler ce qu'on appelle une catastrophe NATEC. Alors NATEC, c'est naturel et technologique, c'est Fukushima, c'est une tempête va impacter à l'échelle de l'étang de mer énormément d'industries, donc grosse concentration d'usines Seveso, Soiho. Qu'est-ce qui se passe quand un risque naturel vient impacter justement confronté au risque techno? C'est les deux types de risques. Deux types de risques, voilà.
C'est-à-dire, il faut aussi préparer. Fukushima a été un signal d'alerte. On n'est pas du tout prêt. Et donc là, c'est super intéressant parce que c'est testé. Donc les villes jouent, les préfectures, les réserves communales, les pompiers, etc. Enfin, il y a énormément d'acteurs. Il y a plus de 8 à 900 personnes qui vont jouer en mai prochain. Et donc moi, je fais partie de l'équipe de recherche en fait, où on va documenter cet exercice avec une approche interdisciplinaire parce que il y a des géographes, il y a des psychologues, il y a je veux dire, il y a il y a des gestionnaires, enfin voilà, des gens qui s'occupent de l'aspect juridique, de l'aspect, enfin voilà. Et en fait, c'est très intéressant parce que voilà, il faut qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif, qu'est-ce qu'on observe. Alors chacun, on a dû choisir où est-ce qu'on se positionnait pour observer, définir des grilles. Moi, je vais être dans des mairies, donc entre Fos et Martigues, pour justement voir quel lien avec la population. Dans le cadre de cet exercice, il va y avoir également le test de FR Alert, qui est le dispositif français national, qui doit être opérationnel avant la fin de l'année, où chaque Français et Française va pouvoir être alerté par le gouvernement en Et du cas coup, les populations vont participer à l'exercice d'alerte Alors, sur le papier, oui. Est-ce qu'elles sont prêtes, les populations? Il faudrait déjà qu'elles soient averties de ça. Alors, elles vont l'être d'une certaine manière à travers la communication faite par les municipalités. Enfin bon, on sait tous l'envoi de communication, est-ce qu'on va forcément entendre en ce moment, on est préoccupé par la hausse des prix des carburants, les élections, la guerre en Ukraine, enfin notre quotidien à tous. Et effectivement, comment ça vient alors Comment mobiliser les populations? Alors, elles vont l'être d'une manière, voilà, d'une certaine manière, parce que les écoles aussi jouent, donc le rectorat aussi est impliqué là-dedans. Voilà, et puis voilà, ça va être aussi, c'est tout le principe de l'exercice. Voilà, il faut aussi admettre, on parle de risque zéro. Moi, je m'élève vraiment totalement contre ça, parce qu'en fait, ça induit que ce serait possible, alors qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. Notre quotidien à tous le prouve. Et je pense qu'il faut revenir à des choses, justement, à une échelle plus modeste pour mieux comprendre ce qui se passe. Et en fait, on voit bien, s'il y a encore des victimes et autres, c'est que finalement, ce qu'on a mis en œuvre jusqu'à présent, des deux côtés, hein, je ne dis pas du tout qu'il y a quelqu'un qui est particulièrement responsable, c'est qu'il faut trouver autre chose. Et donc, moi, en tant que chercheur, voilà, je fais partie de ces gens qui essayent de proposer des solutions, de proposer de travailler justement sur des choses un peu différenciantes, puisque normalement, on est tous censés avoir eu des informations sur comment se comporter en cas d'événement, et puis on se rend compte qu'on n'est pas prêt, quoi. Donc voilà. Peut-être spécifiquement en France, moins près que dans d'autres pays. Je ne vais pas faire de French bashing sur ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est difficile de comparer. C'est difficile de comparer parce que ça dépend aussi de comment on structure en fait la réponse au risque. Et chaque pays est différent. On n'a pas les mêmes structures politiques. J'ai participé aussi à une ANR. On avait travaillé sur cette question de l'alerte, où on avait observé qu'est-ce que les autres pays faisaient. Et en fait, ça dépendait de facteurs culturels, de facteurs politiques, de qu'est-ce qu'ils avaient vécu comme événement. Et que, par exemple, l'Australie, avec les feux de forêt, à une échelle absolument incroyable, ce qu'ils vivent, ne peuvent pas avoir la même perception ni la même réponse. En plus, en étant un pays qui n'est pas du tout comme nous, qui est structuré politiquement complètement différemment, avec des régions qui ont beaucoup plus de pouvoir, des districts qui ont beaucoup plus de pouvoir, un peu comme l'Allemagne fédérale, c'est difficile de comparer. Il peut y avoir des pays, par exemple, où on pourrait se dire, voilà, ils n'ont pas de moyens, justement, sont des pays pauvres. Finalement, ils vont s'en sortir mieux parce qu'eux, ils savent qu'ils n'auront aucune aide. Donc, en fait, comme ils le savent depuis le départ, alors que nous, on va toujours attendre, j'ai un hélicoptère qui va venir me sauver sur le toit de ma maison individuelle. Donc, on est moins résilient parce qu'on est moins préparé. Donc, c'est difficile de comparer. Non, voilà. Après, je peux critique, évidemment, mais là, c'est pas... on peut pas comparer le risque chez nous. Et, je veux dire, on pensait l'Allemagne, on donne souvent l'Allemagne en modèle. Malheureusement, ils ne se sont pas super bien tirés sur les inondations de 2021. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'il y a un moment, se projeter, c'est aussi
elle se travaille sur les scénarios, sur les imaginaires, sur ces choses-là. Et là, Ouais. du coup, ça rejoint voilà, on va dire, les apports en tant que discipline C'est une scientifique. véritable culture de prévention Tout à fait. qu'il faut mettre en place, en fait. Tout à fait. Et qui est différente selon les pays. Oui, et qui est même différente selon les territoires. Ouais. Parce qu'il y a effectivement, parlez-en à un Gardois, la question du risque inondation, je pense qu'ils la maîtrisent bien mieux que sur d'autres territoires où ils n'ont pas subi ça. Ah, après, ils peuvent avoir aussi des biais de perception, c'est-à-dire avoir le biais cognitif de se dire je connais, j'ai déjà vécu, donc je sais, je serais capable d'y faire face, alors qu'en fait, pas forcément, parce que chaque événement est différent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir vraiment une approche très large, parce qu'il y a plein de facteurs qui doivent rentrer en compte. D'accord. Alors on va passer à la rubrique suivante. Oui. Tu as des petites anecdotes pour nous à nous raconter? Ah ben évidemment. Forcément plein d'anecdotes. C'est justement, on n'est pas sur de la perfection, donc il y a toujours des choses qui ratent. Alors, la première à laquelle j'avais pensé quand on en avait parlé, c'était vraiment, parce que mon directeur de thèse plaisante encore maintenant, et là-dessus, sur le fait que voilà, quand j'ai commencé ma thèse, donc comme tout doctorant, en fait, on s'imprègne de ce sujet, on vit dans ce sujet, on lit énormément, et voilà. Et en fait, c'est quoi pardon le sujet de ta thèse? Pardon, c'est ce que je disais, la réception des politiques publiques de gestion des risques inondations dans le Gard et le Vaucluse, et justement quels seraient les leviers en fait, et notamment en termes de design, quels seraient les leviers là-dessus pour réduire cette vulnérabilité. Et donc j'étais vraiment, tout ça pour dire que je vivais risque inondation du matin au soir. Et il se trouve que, voilà, comme on l'a vécu, épisode Cévenol, Météo France place le département en vigilance rouge. Et sauf que cette année-là, c'était vraiment l'ouest du Gard qui était vraiment concerné. Moi, j'habite très à l'est, limite PACA. Et chez moi, c'était le week-end, et chez moi, grand soleil, pas une goutte de pluie n'était tombée là. Et donc je savais que c'était risque inondation, sauf que je suis dans mon quotidien, moi le week-end je fais mes courses, et donc je pars, et puis il y avait une petite route, j'habite à la campagne, petite route barrière, route inondée, donc je contourne, et puis garde champêtre qui était là me dit mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes inconscient, vous êtes folle? Je dis pas inondée par un pet d'eau qui est et m'a dit mais vous vous rendez pas compte, en fait le Gardon a débordé. Donc, à un endroit sur la route, dans un virage, il y a quelques dizaines de centimètres d'eau, ça fait comme une grosse flaque. Sauf que si on a mis route inondée, parce que si vous arrivez à 90 km/h, à l'époque c'était 90, à 90 km/h, vous n'avez pas risqué de mourir noyé, vous risquez de mourir dans un accident. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, je passe ma vie sur la question du risque inondation, et j'ai eu le comportement typique du comportement inadapté du citoyen lambda qui a une déconnexion entre sa compréhension de ce qu'est l'inondation et ce qu'il ressent au moment. Et puis, ça, c'est un biais de perception. C'est vraiment des biais de perception. Alors, ma collègue Karine Weiss, qui était d'ailleurs ma directrice aussi, puisque j'avais 3 directeurs et directrices, j'en avais même 4, mais en tout cas, j'avais 3 disciplines dans ma thèse. J'avais la géographie, la psychologie, le design. Et c'est vraiment ça, c'est ce biais de perception entre je sais qu'on est en vigilance rouge, c'est un sujet que je connais super bien, mais il fait beau, il n'y a pas une goutte d'eau, donc le panneau attention risque inondé, c'est pas pour moi. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a, comment dirais-je, évidemment. Autant vous dire que tout le monde s'est bien moqué de moi, pour pas dire autre chose, et c'était mérité. Et en fait, c'est quelque chose aussi qui m'a permis aussi de réfléchir avec empathie, en me disant, mais quand on dit les gens, et ça c'était le cas pour quand les gens sont morts noyés dans le parking lors des épisodes Cévenol, mais du côté des Alpes-Maritimes, notamment à Cannes, Nice et compagnie, quand on a dit, mais les gens sont stupides, c'est n'importe quoi, aller récupérer sa voiture, entre récupérer sa voiture et mourir d'une inondation. Là, je me suis dit, mais non, c'est qu'ils ont, sur ce moment-là, ils n'ont pas compris ce qui arrivait. Et dans le quotidien des gens, désolé, mais une voiture, c'est pas le prix d'un stylo bic, quoi. Donc, vous perdez votre voiture, vous perdez votre moyen d'aller travailler, voilà. Donc, ils n'ont pas compris que là, il s'agissait de quelque chose de vraiment dangereux.
Et donc, malheureusement, ils sont décédés. Mais ce côté de les gens ont des comportements vraiment inadaptés, bah oui, mais adaptés à quoi? Et voilà. Donc ça, c'était D'où l'importance de l'alerte qui doit prendre en compte. Qui doit prendre en compte ces biais? Qui doit prendre en compte, comme quand on vous dit n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Ben, moi, en tant que parent, bon, alors après, voilà, tout dépend des circonstances, mais moi, en tant que parent, entre ce que me dit le gouvernement et la vie de mes enfants, ben voilà, et je pense qu'il y en a peu. Donc, plutôt que de dire ces parents sont idiots, on continue de redire dans les consignes, affichons les consignes de bonne conduite, mais tenons en compte, prenons en compte le fait que forcément, il y a des parents qui iront chercher leurs enfants. Et donc, comment on fait pour pallier ça? Comment on les accompagne? Comment on fait voilà. Ça, ce sont des questions qui m'intéressent et pour lesquelles voilà, on est encore... Donc ça, c'était vraiment l'anecdote. Et puis, même pour compléter, je ne sais pas si on a le temps, mais pour compléter, c'était plutôt... comment dirais-je, sur le fait, quand j'évoquais tout à l'heure la 2019, quand il y a eu, donc il y a eu non seulement ces températures extrêmes dans le Gard, mais il faut se souvenir qu'il y a eu aussi un moment où il y a eu un fort Mistral et il y a eu plus de 80 départs de feu dans le Gard. Et donc, voilà, typiquement, tous les pompiers étaient mobilisés, mais il y a eu des renforts de pompiers du 10-13, de 84 et autres. Et franchement, cette sensation physique du Mistral, des incendies et des 47 degrés, je pense qu'on a quand même une petite vision de l'enfer. Et en fait, voilà, moi j'ai eu, comme beaucoup de gens, il y a eu le feu pas très loin de chez moi. Et à un moment, j'ai dû évacuer la maison. Et c'est vrai que c'est ce que me disait en plaisantant mon conjoint, en disant en fait, on est super prêt pour le risque inondation, nous à titre perso, mais on n'était pas du tout prêt pour l'incendie. Et les temporalités, c'est-à-dire que le risque inondation, on reçoit l'info, donc on sait qu'on peut, voilà, on va évacuer, etc. Nous, il se trouve qu'on n'est pas en zone inondable, donc bon, c'était un peu quelque chose qui nous souciait peu. L'incendie, là, vous avez quelques minutes pour évacuer. Tout le monde peut faire l'exercice. En quelques minutes, vous évacuez quoi de votre vie? Une fois, bien entendu, que vos proches sont en sécurité, vous regardez votre maison et vous dites waouh, ok, je prends quoi? C'est sûr que tous les doctorants prennent et les chercheurs prennent leur ordi parce qu'il y a un moment, voilà, c'est pas possible. Mais objectivement, voilà, ça fait partie. Et du coup, une fois de plus, dans les anecdotes, finalement, on a beau être sachant, on a beau travailler là-dessus, il faut toujours revenir au facteur humain pour essayer d'être au plus juste dans la réponse à apporter. Il y a beaucoup de travail à faire autour du facteur humain pour réduire oui, ça, les conséquences d'un risque. Je pense que les SHS ont encore un petit peu de matière devant elles, effectivement, sur ces questions-là. Très bien. Alors, merci pour ces anecdotes. On va passer à la rubrique suivante, un peu plus légère, avec les petites questions gênantes. Alors voilà, c'est parti. Je te laisse le dé, le joker si jamais tu en as besoin. 2. 2. Alors, j'en pioche 2, oui, c'est ça. Une par une. Alors. Une par une. Voilà. Qu'est-ce que tes collègues te reprochent le plus? Mais rien, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tes collègues... je sais pas, on peut faire une longue liste. Le bavardage, les blagues, le côté... alors, je sais pas, ils ont eu la gentillesse jusqu'à présent de rien me dire. Donc, je ne sais pas ce qu'ils me reprochent. Donc, rien. Forcément rien. Rien en tout cas de dit. Mais voilà, non, ça se passe plutôt bien avec les collègues. Donc, mais effectivement, le fait de... Je parle. Pour nous, c'est bien en tout cas. Hein, voilà, dans certaines circonstances, c'est pas mal. Mais ça pourrait être ça. Alors, deuxième. D'après toi, qu'est-ce que tes étudiants pensent de toi? À chaque fois, alors ça c'est intéressant. La vie des collègues et puis la vie des étudiants. La vie des étudiants, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de moi? La même chose peut-être. Alors déjà la même chose, mais enfin là pour le coup, a priori c'est moins gênant parce qu'un prof silencieux, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Tu débordes pas les cours, c'est bon. Non, parce que ça pour le coup, ayant repris des études il y a peu de temps finalement avec le master, je me suis retrouvée à la place de mes étudiants et je n'aimais pas effectivement le prof qui poursuivait
50 ans après, qui peuvent penser de moi que je suis exigeante, certainement, que je fais pas forcément, que je fais pas de cadeaux, j'en fais pas plus à mes enfants d'ailleurs. Je suis exigeante parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est attendu. Après, évidemment, j'essaie d'être compréhensive, euh, mais c'est quelque chose où malheureusement le monde actuel impose une exigence et je trouve que l'université peut offrir ça sur ce côté de voilà, d'avoir la possibilité d'être exigeant et ça c'est quelque chose qui donc effectivement ça peut pas convenir à tout le monde mais de toute façon en tant qu'enseignant on peut pas plaire à tout le monde et puis c'est pas l'objectif donc mais ce qu'ils pensent de moi mais j'en sais rien moi ce qu'ils pensent allez leur demander c'est pas moi qu'il faut leur demander. Mais l'exigence, c'est bien, c'est comme réponse. Oui. Bonne, C'est une réponse, voilà. voilà. Donc, On apprend aux étudiants, c'est bien. Voilà. Enseigner l'exigence. Très bien. C'était pas spécialement quelque chose de négatif qu'on attendait. Donc. Oui, bien sûr. Non, mais j'allais dire, de toute façon, ce que les étudiants pensent de moi, c'est à eux qu'il faut le demander. Donc, c'est vrai. je n'en sais rien. Très bien. Alors, on va passer à notre dernière rubrique. C'est celle de la feuille blanche. Ah oui. Alors, je sais que tu t'es préparée. Oui, j'avais réfléchi. Il y avait un commentaire sur le chat que je n'avais pas vu. Il y a un jeu vidéo qui nous confronte à cette situation, c'est 60 secondes, dans lequel on joue une famille qui a 60 secondes pour récupérer des affaires avant une catastrophe nucléaire. Voilà. Ah ben super. Voilà, un jeu merci pour cette info. Et en plus, comme je connais moins le risque nucléaire, ça serait très intéressant d'avoir effectivement d'avoir le retour. Parce qu'il y a vraiment un découpage, hein, c'est pas l'objectif de rentrer là-dedans, hein, mais il y a vraiment un découpage dans les typologies de risques. Et effectivement, le risque nucléaire, c'est encore à part du risque technologique. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Alors je verrai, parce qu'on va travailler avec mes étudiants de master à partir de l'année prochaine, et avec les étudiants justement de master de psychologie environnementale, on va travailler sur le risque nucléaire. Donc, je ne peux pas en parler parce que la convention n'est pas encore signée, mais en tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse et vers lequel on va aller aussi. Oui, c'est un risque important aussi. Ah ben oui, absolument. Puis surtout, vu le nombre de centrales qu'on a en France, c'est directement... et dans la région aussi, particulièrement. On a tous les risques ici, donc... Mais voilà, nous, on est au top. Il faut être au top quelque part. Bon, bah, voilà. On est sur la question des risques. Voilà, très bien. Donc voilà, je te laisse alors, faire la feuille blanche. Ton petit dessin. Alors, concernant les vendredis de la recherche, nous, on a un programme... alors là, on est le dernier entretien avec une chercheuse. C'est le dernier entretien avec une chercheuse. Et ensuite, on passera à des entretiens avec des doctorants et doctorantes à partir de, pas la semaine prochaine, qui est la semaine blanche pour les étudiants, mais la semaine suivante, on aura un vendredi spécifique pour, donc ce sera entretien avec une ou un doctorant. Voilà, on aura plusieurs sessions qui seront donc présentées proposées par l'école doctorale. Alors Béatrice, qu'est-ce que tu nous as dessiné ? Je vous ai fait une horloge. En fait, je réfléchissais, donc au départ, j'ai voulu faire quelque chose sur les risques. Et en fait, je me suis dit, mais après tout, moi, ça m'intéresse, mais évidemment, mais ça n'intéresse pas tout le monde. Qu'est-ce qui est partagé par tous, étudiants, enseignants, tous ceux qui, en tout cas, travaillent à l'université? C'est cette pression temporelle. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à être le lapin dans Alice. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. On doit tout le temps courir. On a un planning, voilà. Et ce dont parlait Hartmut Rosa, le sociologue et philosophe, sur cette question de l'aliénation temporelle qui est un marqueur de notre époque, c'est quelque chose en tout cas d'intéressant au sens où il parlait de famine temporelle. On manque de temps tout le temps. Et ça, la question du temps, de la temporalité, elle est particulièrement intéressante sur la question de l'alerte, sur la question des risques, mais aussi plus largement sur le fait de pouvoir se poser pour réfléchir, lire toutes les ressources, visionner toutes les vidéos Twitch, bien entendu, de mes collègues enseignants, chercheurs et autres,
voilà, il y a plein de choses qu'on voudrait faire et qu'on n'a pas le temps de faire. Et ça, c'est quelque chose qui moi, m'interroge et m'interpelle quotidiennement parce que j'ai pas la réponse. Donc, C'est comme ça qu'on forme nos élèves et on forme les aussi futurs étudiants et voilà, étudiantes. tout à fait. Dans Donc, course prendre au temps. un petit peu de petite parenthèse, un peu de temps, c'est bien quoi. Alors, il faut nous signer ton œuvre parce qu'elle sera exposée. Vendue cher, j'espère. Oui, très très cher. Oui, on a pour projet de s'enrichir grâce à ces J'imagine. œuvres. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Merci Béatrice pour ta Samantha. participation. C'est très intéressant. Merci. Le risque et le design à la fois. Voilà. Le thème majeur de recherche de l'Université de Nîmes. Exactement. Merci beaucoup. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine fois pour un vendredi de la recherche. C'est bon.